monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'émission Débat à carte sur table. Votre émission hebdomadaire reçoit aujourd'hui le rapporteur général de la Commission électorale nationale indépendante, Michael Zodi. Michael, bonjour. Bonjour. Sur ce plateau, le coordinateur des partis politiques non affiliés du Niger, monsieur Dodo Hambali. Je précise, M. Dodo Hambali est rapporteur du comité de suivi de la mise en application des recommandations des experts de l'OIF après l'audit du fichier électoral. Au titre de la diaspora, Maître Bachir, il est juriste de formation. Maître, bonjour. Bonjour. L'actualité en cette semaine est dominée par le processus électoral dans notre pays. Presque tous les ingrédients sont en train d'être mis en place. La Cour constitutionnelle, dans son premier arrêt de l'année 2016, a validé 15 dossiers de candidature sur les 16 présentés à elle. Mais 48 heures avant, précisément le 7 janvier 2016, le comité chargé de mise en œuvre des recommandations à effet immédiat sur l'audit du fichier électoral rendait public les rapports de son travail. Un rapport qui a été paraphé par l'ensemble des parties prenantes, société civile, CENI, partis politiques, ainsi que la partie gouvernementale. L'actualité oblige. On va d'abord revenir sur la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle. D'habitude, la CENI ne dit pas trop de choses sur ce dossier, mais quand même un petit regard. Oui, merci. Juste par rapport à la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle, effectivement, la Cour est dans son rôle. Et effectivement, nous attendons à ce que ces candidatures soient validées pour imprimer les bulletins de vote. Et vous savez, dépend de la loi, pour les présidentielles, c'est le bulletin unique. Maintenant, on attend aussi la validation des candidatures au niveau des législatives, des députés, incessamment, pour que nous puissions finaliser et imprimer les spécimens des bulletins que nous allons transmettre aux partis politiques pour la campagne. Donc, la Cour nous a remis effectivement l'arrêt dans les délais et nous comptons en faire bon usage pour qu'il y ait ces bulletins à temps réel. Merci bien. Au niveau des non-affiliés. Merci beaucoup pour cette invitation sur votre plateau. La validation de la liste des candidatures aux élections présidentielles par la Cour constitutionnelle, elle réconforte davantage l'opinion publique nigérienne parce que la rapidité et la promptitude par laquelle la Cour a agi, elle a permis maintenant de rendre pratiquement tous les acteurs en confiance vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de cette institution. Initialement, il y avait eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de doutes, mais Dieu merci, en grande partie, les candidatures ont été validées. Et pour celles qui n'ont pas été validées, les raisons avancées ont été très objectives. Donc, nous regrettons seulement pour ce candidat-là le rejet de son dossier, dans l'espoir que aux prochaines élections, qu'il puisse prendre soin de garantir et de fournir toutes les pièces nécessaires et dans les conditions requises. Alors, après cette validation, j'ai bon espoir que la CENI prendra toutes les dispositions nécessaires pour l'édition des cartes électorales. Et il faut qu'on sache qu'à l'instant même, le processus électoral est mis en marche de manière... La machine, elle est mise en marche de manière inexorable. Les gens vont constater que les choses vont aller très vite. Imaginez un peu depuis le dépôt des dossiers aux élections présidentielles, aujourd'hui, tous les candidats investis par leur formation politique respective, aujourd'hui sont informés que leurs dossiers pratiquement sont validés. Cela veut dire qu'ils sont appelés à se préparer pour aller directement en campagne. Les élections auront lieu c'est-à-dire dans moins de 40 jours. Le processus alors va aller très rapidement
C'est pour cela, nous espérons que, également pour les élections législatives, que ces candidatures-là puissent bénéficier des mêmes conditions de traitement que pour les candidatures aux élections présidentielles. Aux partis politiques d'être surtout très exigeants, très sérieux sur les dossiers. On a vu ce qui est arrivé en 2011. Évidemment, en 2011 et même en 2004, il y avait eu beaucoup de rejets des dossiers de candidature. Bon, évidemment, même en 2015, il y aura inévitablement des rejets. Je dirais que c'est tout à fait naturel. Parce que quand vous constituez des dossiers dans la précipitation, il peut y avoir des choses qui peuvent vous échapper, qui vont vous échapper. Et c'est au dernier moment qu'on va chercher à se rattraper. Et d'autre part, le contexte même dans lequel nous nous trouvons, et le contexte dans lequel les partis politiques aujourd'hui se trouvent, ne leur permet pas d'avoir tout le temps nécessaire pour constituer toutes les listes électorales à travers le territoire national. Le Niger est très vaste, la population elle est disperse. Si vous quittez de Terra à Bilma à la recherche des dossiers de candidature, ça vous prendra suffisamment de temps et de moyens. Il n'est pas évident que dans le temps requis, qu'on puisse constituer toutes les listes électorales et les soumettre dans les conditions requises. Alors, nous espérons que la Cour constitutionnelle, qu'elle puisse, non seulement dans la recherche d'une rigueur et dans la recherche de la transparence, qu'elle puisse également prendre en compte les conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, ces dossiers-là lui ont été transmis pour éviter d'avoir trop de frustration, par rapport au rejet des dossiers. Parce que vous savez, constituer un dossier dans une région, c'est une tâche absolument compliquée. Il y a plus de 10 critères à remplir par candidat. Et au total, pour un parti politique, c'est des centaines de dossiers de candidature qu'il faut constituer. Ce qui va nous amener, évidemment, à solliciter l'indulgence de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, par rapport à un besoin de souplesse sur l'observation de certains critères. Cela aura comme avantage d'améliorer la participation des électeurs aux prochaines élections. Vous voyez bien, si tous les partis se trouvent en fait, si les candidatures de l'ensemble des partis, n'est-ce pas, se trouvent validées, cela va permettre à un grand nombre de partis politiques de se retrouver en campagne électorale, de mobiliser suffisamment des militants, et cela va donner beaucoup plus d'intérêt aux citoyens nigériens par rapport à ces élections-là. Merci bien, Dodo Hambali Omarou, coordinateur des partis politiques non affiliés. La 8e région est également très... 9e. Oui, la 9e. La 9e, on est très intéressé par les élections. Maître Bachir, vous avez suivi la validation des candidatures. Quel effet ça a fait sur vous? Bon, d'abord, je pense que... Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut déjà s'en féliciter parce que la validation des candidatures, à un certain moment, on aurait peut-être tout entendu sur les réseaux sociaux et un peu partout, parce que je crois que la Cour constitutionnelle s'est quand même aujourd'hui montrée beaucoup plus prudente en fait sur l'examen des différents dossiers. Et ici, la Cour constitutionnelle, en tant que juge électoral, a quand même pris le soin, je pense, d'apprécier les faits, les pièces fondamentales du dossier, parce que vous savez, quand en fait le constitution nigérien, dans l'article 47 de la Constitution, fait de la bonne moralité et de l'état de santé physique des conditions en fait exigibles dans une validation de candidature, il n'a pas défini les termes en fait de la bonne moralité. Donc là, il y avait beaucoup de soubresauts à ce niveau-là, et je pense que la Cour constitutionnelle, juge électoral, avait pris le soin, je veux dire, d'apprécier de façon autonome et la bonne moralité, le concept de bonne moralité qui était un concept flou en fait au niveau de la Constitution. Tout à fait. Donc au niveau de ce concept-là, la Cour, je pense en fait, selon le regard que j'ai, c'est basé surtout sur ce qu'aujourd'hui il est convenu d'appeler le casier judiciaire, qui est quand même l'acte
juridictionnel, je pense, délivré par l'administration judiciaire et qui trace le passé, le parcours judiciaire, je dirais, du candidat. Et en cela, c'est une bonne chose parce que j'avais quand même une inquiétude, c'était quoi? C'était que la Cour puisse s'apaisantir sur ce que l'enquête de moralité en tant que procédure administrative diligentée soit par les services de la gendarmerie et de la police. Et donc, on se posait la question, en tout cas au niveau du débat juridique qu'on avait eu avec certains, sur ce qu'allait être la décision, en fait, l'argument de la Cour sur ce concept de bonne moralité-là. Et je vis dans l'arrêt de la Cour que le concept de bonne moralité était en fait entendu sous cet angle, ce qui est déjà une très bonne chose. Et donc, je reviens à parfois mes amis de l'opposition pour dire parfois que la récusation de la Cour, comme je l'ai écrit déjà dans un article il y a quelques mois, la récusation de la Cour constitutionnelle, en fait, n'était pas le mot portant. Et aujourd'hui, on voit que la Cour constitutionnelle, je pense, est en train de s'aligner dans la droite ligne de la CENI, parce que la CENI, quand même, n'a pas manqué l'occasion historique de valider le fichier, et de faire auditer le fichier, pour permettre à toutes les parties prenantes, en fait, d'être en confiance et de pouvoir aller de façon sereine aux élections. Donc la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, dans son interprétation qu'elle a donnée, je veux dire, de l'article 47 de la Constitution, a permis de valider, en tout cas, quasiment l'ensemble des candidatures, à l'exception d'une. Donc, aujourd'hui, je pense que la Cour constitutionnelle est en train aussi de permettre, en fait, de manière beaucoup plus prudente et vigilante, de permettre, en tout cas, l'organisation des élections véritablement inclusives et permettre à toutes les parties prenantes de pouvoir participer et puis aller inéluctablement vers des élections beaucoup plus inclusives. Merci bien, Maître Bachir. Je précise que vous êtes de la diaspora. On va revenir à ce qui a occupé, en tout cas, l'actualité toutes ces dernières semaines. C'était la question autour du fichier. La CENI qui a commandité ce audit, quelles étaient vos raisons phares, vos idées phares en disant qu'il faut aller vers un audit? Ok, mais avant, je voudrais dire une chose par rapport à la validation des candidatures. Au niveau de la CENI, effectivement, nous aussi, nous avons apporté notre pierre à l'édifice parce que nous avons su organiser une formation et produire des formulaires pour que les candidats puissent voir quelles sont les pièces indiquées pour postuler, parce que vous vous rappelez le contexte de 2011 où il y a plus de 59% des dossiers qui ont été rejetés. Donc nous sommes basés sur ça avec des experts. Effectivement, nous avons produit des formulaires que nous avons donnés aux partis politiques. Aussi, on a formé des points focaux au niveau des partis politiques pour la production effectivement de ces pièces. Et oui, merci Dodo. Effectivement, le fichier électoral qui a été, au passage, je devrais d'abord féliciter le CFEP pour le travail abattu, parce que aussitôt arrivé, le CFEP était là avant notre arrivée. Aussitôt arrivé, nous avons mis en place un comité de suivi des travaux du CFEP. Le CFEP, c'est un service technique de la CENI, mais indépendant et autonome du point de vue de la gestion du fichier, du point de vue de l'élaboration du fichier. Donc nous ne pouvons pas interférer dans les activités du CFEP. Ils ont produit un document, ils ont produit ce qu'on appelle le fichier électoral. C'est vrai, nous ne savons pas ce qui se trouve dans ce fichier électoral en tant que CENI. Le comité, c'est tout juste pour suivre les délais, est-ce que les délais seront respectés et comment faire pour que les délais soient respectés. Donc, on nous a donné un document. En dehors de ça, effectivement, vous avez constaté un certain nombre des acteurs de la société civile et aussi des partis politiques, des futurs candidats sortaient sur le créneau pour dire que le fichier doit être audité. Mais en attendant, avant cela, le CFEP a pris des coups. Hein. Oui, le CFEP a pris des coups. C'est vrai, je reconnais que le CFEP a pris des coups, mais quand même, pour créer la sérénité autour du processus, effectivement, il fallait que la CENI prenne cette décision. Et surtout que la loi permet à la CENI effectivement de prendre toute initiative tendant à créer les conditions des élections libres, transparentes et inclusives. Donc, créer la sérénité autour du processus. C'était ça notre objectif. Et effectivement, je suis en train de me réjouir de constater qu'effectivement la sérénité est en train de revenir autour de ces fichiers électoraux. Maintenant, l'heure est au travail. Et aujourd'hui, avec la validation des candidatures, je pense bien que les candidatures sont connues et nous comptons prendre. Donc,
Ils nous ont donné un fichier. Le fichier a été audité d'abord au niveau du CNF et le CNF avait demandé à ce que le fichier soit audité par un expert local. Il a fait l'audit. C'est vrai, le rapport, on ne nous donne pas le rapport parce que c'est le CNF qui avait demandé ce rapport-là. Nous n'avons pas connaissance de ce rapport-là, mais nous avons demandé indépendamment parce qu'on considère que c'est qu'ils ont eu à trouver comme anomalie, ils les ont corrigés en amont. Donc nous avons les fichiers corrigés par l'expert du CNF. Maintenant, la CENI a demandé l'apport de l'OIF pour que des experts internationaux viennent pour auditer ces fichiers électoraux. Et dans un esprit inclusif et participatif, nous avons demandé à ce qu'un comité d'observateurs soit mis en place. Et ce comité d'observateurs est composé de groupements de partis politiques. Les non-affiliés, les partis de l'opposition. D'abord, les non-affiliés, ils ont des représentants. Les partis de l'opposition, ils ont des représentants. Les partis de la majorité, des représentants. Et même la société civile, pour qu'ils puissent constater le travail des experts. Effectivement, ils ont travaillé et au niveau de la CENI, il y a eu 3 représentants, plus le vice-président qui présidait le comité. Ensemble, nous avons travaillé et permettez-moi effectivement de saluer l'esprit de patriotisme qui avait régné durant ces travaux parce que nous avons pu trouver une conclusion et effectivement il y a eu un sursaut et ce fichier a été corrigé. Et je ne voulais pas rentrer dans les détails parce qu'en Belgique, que vous voyez, il représentait effectivement les non-affiliés et il a été désigné en tant que rapporteur de ce comité. Après l'audit du fichier par le CNF et par les experts de l'OIF, ils ont rendu public effectivement le rapport de synthèse et des recommandations. Non, j'arrive. Et les recommandations. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et des recommandations. Après ces recommandations, ils ont recommandé à ce que ce comité soit maintenu pour la suivi de ces recommandations, c'est-à-dire si immédiate, à effet immédiat, corriger les doublons, corriger, effectivement, on a travaillé ensemble. Et nous, au niveau de la CENI, on a dit non, leur mission ne doit pas s'arrêter là-bas, jusqu'à l'édition des cartes. Parce que c'est avec les fichiers, c'est le fichier l'outil principal pour éditer les cartes. Donc, ils vont suivre l'édition des cartes. Donc, la CENI a décrété que ça va être un comité permanent désormais. Non, ce n'est pas un comité permanent. À l'édition des cartes, effectivement, la mission du comité va prendre fin maintenant pour laisser la place à la CENI pour faire donc, son travail. Donc, je vais vous donner actuellement le fichier que nous avons au niveau du centre de traitement. Nous avons à 7 581 540 électeurs. Nous avons au bureau de vote 25 791. Donc, en effet, nous avons aussi supprimé 100 008 électeurs. Donc, 100 000 plus 8 électeurs qui ont été supprimés parce que le comité a constaté que ça il ne répond pas aux critères. Donc, actuellement, au niveau du centre de traitement, nous avons installé nos machines pour imprimer les cartes. Le dispositif est prêt. Et Inch'Allah, nous sommes fixés l'objectif de commencer à distribuer les cartes le 21. En amont, déjà, la sous-commission communication est en train de préparer la sensibilisation, créer les conditions pour que les citoyens puissent comprendre où est-ce que je peux retirer ma carte, comment dois-je faire pour retirer ma carte. Tout ça, là, nous sommes en train de prendre des dispositions pour que l'information puisse passer au niveau de l'électeur. Et je vais un peu parler de la diaspora. La diaspora, je vous informe que les anomalies là, ça concerne ici du point de vue national et aussi la diaspora. Ils ont eu à trouver, sous contrôle du rapporteur, jusqu'à 602 mineurs qui ont été inscrits sur la liste de la diaspora. Donc, la diaspora, c'est 112 000 électeurs à peu près. Nous avons 112 000 électeurs. Et nous sommes tenus d'organiser ces élections de la diaspora parce que la diaspora est considérée comme la 9e région. Et c'est une loi. C'est une loi qui dit que la diaspora a droit à 5 députés. Et nous attendons, si la loi d'ici peu est modifiée, effectivement, nous serons obligés de prendre acte et de corriger. Donc, nous allons commencer l'impression des cartes dès demain. Et toutes les régions seront concernées. Et Inch'Allah, le 21, les cartes seront sur place. Et vous savez, dans l'ancienne loi, il y a ce qu'on appelle les commissions administratives. Ce sont ces commissions administratives qui sont chargées de distribuer les cartes. Très malheureusement, bon, je ne sais pas, heureusement, la loi a été modifiée
Et maintenant, il n'y a plus ces commissions administratives. Donc, on a laissé ça à l'appréciation du bureau de la CENI. Donc, le président de la CENI va prendre un arrêté pour mettre en place des comités locaux de distribution des cartes. Et à l'image, effectivement, des anciennes commissions administratives où il y a tous les partis politiques et aussi la société civile, plus l'agent de l'état civil de la localité qui vont se former. Et au niveau des quartiers, nous comptons effectivement mettre en place ces cartes et distribuer ces cartes-là conformément à ce que l'arrêté dira. Merci bien, Dodo Hambali. Avant de rentrer dans les résultats des corrections apportées, pourquoi on avait dit à effet immédiat? Il y a plusieurs niveaux de recommandations faites par l'expert international. Il y a des recommandations à effet immédiat, des recommandations à moyen et court terme. Les recommandations à effet immédiat permettront rapidement de corriger le fichier et de le rendre disponible, n'est-ce pas, à la CENI. Parce que si les anomalies constatées qui peuvent remettre en cause la fiabilité du fichier là, si elles ne sont pas corrigées à l'instant même, cela risquerait d'avoir des répercussions négatives sur le chronogramme proposé par la CENI. C'est pour cela qu'il va falloir rapidement leur apporter des corrections pertinentes pour améliorer la fiabilité du fichier électoral. Alors, au nombre de ces recommandations à effet immédiat, d'abord nous avons des critères tels que le nombre d'électeurs retrouvés, par exemple, sans date de naissance. Alors, les nombres d'électeurs, n'est-ce pas, qui n'ont pas proposé leur date de naissance étaient estimés à peu près à 16 258. Après l'analyse faite par l'expert, il se trouvait que 9 parmi eux étaient réellement des mineurs et leurs cas ont été systématiquement supprimés. Ça, ce n'est que des exemples. Et toujours comme recommandation à effet immédiat, nous avons l'ensemble des électeurs qui sont déclarés mineurs, qui étaient au nombre à peu près de 39 157. Et ces électeurs-là ont été systématiquement supprimés sur le fichier électoral. Ils se répartissent où? Sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire dans toutes les régions, et même au niveau de la diaspora. Nous avons des inscriptions multiples qu'on appelle communément doublons. Donc, les doublons étaient au nombre de 25 425. Tous les doublons ont été systématiquement supprimés aussi. Bon, certains diplômes, et plutôt doublons, concernaient des mineurs ou bien des cas d'électeurs inscrits plus d'une fois. Il y a ceux qui sont inscrits 2 fois, 3 fois, jusqu'à 4 fois. Alors leur total ne constitue pas en réalité un nombre précis d'électeurs. Par exemple, si je suis inscrit 4 fois, en réalité je suis un électeur. Je constitue un identifiant, mais qui répond 4 fois par la disposition des cartes d'électeurs, normalement, qui ne devraient pas dépasser en fait une seule carte d'électeur. Dans ce cas, au lieu de supprimer les 4, c'est 3 qu'on va supprimer et on me laisse la possibilité de posséder une seule carte. Et nous avons l'existence des bureaux de vote vides qui étaient au nombre de 323. Bien, la présence de ces bureaux de vote là vides dans le fichier électoral était attribuable en réalité à une insuffisance dans le fonctionnement même du CEFEB. Parce qu'après le contrôle interne et après l'audit national qui a révélé et relevé ces anomalies, le CEFEB aurait pu avoir la vigilance et surtout la rigueur administrative nécessaire pour supprimer ces bureaux de vote. Parce qu'en fait, c'est des bureaux de vote qui n'ont aucune utilité. Mais par mégarde, ils les ont laissés et voilà, ça avait créé des polémiques en réalité qui n'avaient aucun sens ou aucun fondement. Parce qu'un bureau de vote vide, personne ne peut l'utiliser. Il ne répond
n'est-ce pas, donc a aucune utilité par rapport à l'organisation des élections. Il suffisait tout simplement de les supprimer pour éviter d'avoir des doutes, n'est-ce pas, par rapport à leur existence. Donc, dans l'ensemble, maintenant, il y a 25 792 bureaux de vote réels avec des électeurs bien identifiés. Le nombre d'électeurs sans lieu de naissance s'élevait à 234 872. Bien, leur suppression devrait être conditionnelle. Et le comité s'est entendu sur le fait de supprimer tous les électeurs qui sont dans cette catégorie, mais surtout qui sont inscrits par témoignage. En dehors de l'absence de lieu de naissance, si ces électeurs-là étaient inscrits par témoignage, alors le comité a jugé nécessaire de supprimer tous ces cas. L'expert a aussi recommandé la création d'un identifiant unique à chaque électeur. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des confusions dans la distribution des cartes. Dans la base de données, si vous avez un identifiant, un autre électeur ne peut pas avoir le même identifiant que vous. Et cela a permis également à l'expert de proposer une nouvelle numérotation, non seulement des électeurs par bureau de vote, mais également une nouvelle numérotation des bureaux de vote au niveau de chaque commune. Cela va permettre une meilleure sécurisation des bases de données, mais également une meilleure sécurisation des cartes électorales. Voilà l'utilité des recommandations à effet immédiat, n'est-ce pas, qui ont trouvé des solutions consensuelles. Oui, à peu près un peu moins de 1,5% de la population cible, c'est-à-dire du nombre d'électeurs à l'échelle nationale. On va revenir sur les recommandations à long terme. Le temps de permettre à la diaspora de réagir. Bon, voilà. Au niveau du fichier, je pense qu'il faut aussi s'en féliciter de cet audit qui a été le résultat de cet audit. Vous êtes en train de dire tout à l'heure que le CFEP a pris des coups. Je pense que aujourd'hui, les résultats du CFEP, de l'audit prouvent à suffisance aussi les raisons en fait de ce coup pris par le CFEP. Parce que aujourd'hui, je pense que c'est pas à tort. Le CFEP, pour moi, a manqué l'occasion vraiment de tout corriger à temps réel. Donc ça nous aurait peut-être évité tout ce soubresaut. Mais il faut aussi souligner quand même, je ne me fais pas l'avocat de la CENI, mais il faut souligner le mérite quand même de cette institution qui a pris, je vais dire, la mesure de sa responsabilité, qui est celle en fait de la mission à elle confiée, qui est une mission d'abord d'utilité publique et qui nous permet en fait, je pense à tous les Nigériens aujourd'hui, d'aller sereinement vers des élections. Si la CENI n'avait pas en fait fait auditer ce fichier, il est indéniable que les élections seront déjà d'avance compromises. Parce que toutes les parties ne prendront pas part. Quand on sait que l'opposition a fait de l'audit de ce fichier une condition primordiale donc, de sa participation aux élections. Pour le cas de la diaspora, permettez-moi de revenir là-dessus, parce que je pense qu'au niveau de la diaspora, il faut se dire que le vote de la diaspora cause un véritable problème, surtout aux élections législatives. Parce que je me suis toujours interrogé sur la façon dont les circonscriptions électorales ont été réparties au niveau de la diaspora et sur le nombre de voix requises. Parce qu'il faut se dire qu'au niveau national, il y a un nombre de voix pour être élu député. Est-ce que ce sera le même nombre de voix au niveau de la diaspora? Cela cause un véritable problème. Et je me demande sur ce que sera l'utilité d'un député de la diaspora au niveau national. Vous savez, il faudrait aussi prendre en compte, je vais dire, l'utilité en fait d'un député, je vais dire, au sein d'un hémicycle. Est-ce pour servir d'intermédiaire entre la diaspora et le pays, je veux dire, le Niger, ou bien pour servir en fait d'intermédiaire entre la diaspora et l'hémicycle? Je pense que pour cela, on aurait pu faire gain en fait d'un revenu suffisant ici d'un budget national pour qu'on pourrait investir dans un autre domaine et éviter cela. Parce que pour moi, le vote de la diaspora aurait pu peut-être se limiter à l'élection présidentielle, permettre à la diaspora de participer aux élections présidentielles est pour moi tout à fait normal et justifié. Mais permettre à la diaspora d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale, pour moi, est un non-fondement parce que
Aujourd'hui, c'est pas parce qu'en France, parce que même le débat s'était posé en France, je pense qu'en 2012, pour la première fois, on permettait aux Français de l'étranger d'être élus députés. Ça posait un véritable problème au niveau du débat politique français, quand bien même au Sénat, il y avait déjà des représentants des Français établis à l'étranger. Donc pour moi, ce vote de la diaspora va causer non seulement un problème de budget, et il faudrait aussi se poser les questions en fait de la résidence du député. Va-t-il résider encore au niveau de la diaspora, et faut-il pour toutes les sessions parlementaires payer son billet d'avion aller-retour pour qu'il vienne siéger à l'Assemblée nationale? Il faut donc, vous voyez, c'est que cela pose comme problème. Maintenant, ce député de la diaspora, quelle est réellement son utilité au niveau même des Nigériens établis à l'étranger? Il faut aussi se poser cette question-là. Mais je pense que c'est peut-être des calculs en fait politiques qui ont été faits, ou bien d'opportunités politiques qui ont été faits pour certains, qui leur permettaient aussi, puisque le nombre de députés a été là aussi contesté, puisque le nombre de députés a été élargi. Donc je pense que des 160, voilà, vous voyez plus de 50 députés qui vont encore s'ajouter. Et d'ailleurs, il faut se poser la question de l'hémicycle qui va les contenir, parce que pour moi, ce vote de la diaspora, en tout cas j'insiste là-dessus, pose un véritable problème au niveau d'abord de la diaspora et au niveau même du budget en fait qui va leur être attribué. Je pense que la mission d'un député quand même serait de contribuer de façon efficace et signifiante au développement de ce pays. Je pense que la diaspora pourrait autrement contribuer à ce développement sans qu'il y ait besoin vraiment d'une représentation à l'hémicycle, quand bien même les 172 qui vont suivre, les 113 déjà, ont du mal, je pense, à propulser, je vais dire, notre marche démocratique. Donc on aura quand même du mal aujourd'hui à 172 de suivre un débat véritablement démocratique au niveau de l'hémicycle. Avant de revenir à la CENI, juste une question. Au niveau des partis politiques, c'est au CNDP vous avez décidé de cette question de 111 députés, y compris la diaspora. À ma connaissance, le CNDP n'a jamais été saisi par une institution de l'État sur ce problème-là. En fait, nous-mêmes, moi en tant que leader politique, j'ai appris cette décision-là sur les ondes nationales, c'est-à-dire par voie de presse. Bon, c'est vrai, ça avait constitué à un moment donné, et ça a failli constituer une polémique. Parce que normalement, la révision du nombre des députés doit bénéficier d'un consensus au sein de la classe politique. Ça peut avoir des avantages, tout comme ça peut aussi présenter des inconvénients, comme mon frère vient de le dire. Et il faut surtout avoir l'idée sur le coût que cette augmentation du nombre de députés peut induire dans l'économie nationale. Avant de prendre une telle décision, on doit s'assurer d'abord de l'utilité politique que l'augmentation peut avoir de manière qualitative, mais surtout cette utilité-là, pas de manière un peu, je dirais, morale. Est-ce qu'elle peut permettre d'améliorer la stabilité sociopolitique? Est-ce qu'elle peut permettre d'améliorer la confiance au sein de la classe politique? Ben, je pense bien que, à mon humble avis, ce n'est pas évident. Voilà. Et le nombre, l'effectif, la grandeur de l'effectif ou la taille de l'effectif ne constitue pas forcément ou n'explique pas forcément sa qualité. On peut même se retrouver avec une cinquantaine de députés et avoir une assemblée performante. Pour preuve, avec les 113 députés, on a connu en fait une mandature, la mandature la plus agitée, la plus controversée. Et je me demande, avec 171 députés, quelle serait l'atmosphère au sein de l'hémicycle. Le futur président de l'Assemblée nationale a du travail. Et il aura du pain sur les planches. Et d'autre part, tel qu'il vient de le dire, les députés, les représentants de la diaspora au sein de l'hémicycle, et je vois très mal le rôle qu'ils peuvent jouer pour cette diaspora ou bien qu'ils peuvent jouer pour leur pays. Un député qui serait élu en provenance de notre pays, aurait-il comme résidence le Niger ou bien le pays dans lequel, n'est-ce pas, donc, il a été élu comme député national? Est-ce qu'il serait capable de remettre en cause ses activités pour assumer son rôle, n'est-ce pas, donc, de député?
Vous voyez bien, c'est des questions. En réalité, le Niger n'a pas les moyens de garantir, je ne sais pas, la prise en charge je sais pas, de ces représentants de la diaspora, et surtout de veiller sur leur représentation au sein de l'hémicycle. On a vu avec même ces députés-là qui ont brillé de par leur absentéisme dans l'hémicycle. Mais à plus forte raison si c'est un député qui vient d'ailleurs. Voilà, donc je rejoins. Une excuse pour s'absenter. Ça c'est clair. Et souvent, la CENI va devoir... Juste par rapport à cette question. Ça a hérité à son temps de la société civile. Oui, mais je ne veux pas répondre, on est la société civile, j'essaierai toujours CENI. Donc, mais avant, je voudrais apporter quelques précisions. Par exemple, le rapporteur vous a parlé de 16 100 dates de naissance. En fait, c'est pas... c'est vrai, c'est 100 dates de naissance, mais on a l'âge. C'est pas précisé. 50 ans, 60 ans. Okay. Maintenant, au niveau, nous avons un logiciel au niveau de la base de données que nous avons utilisé pour générer les âges. Donc, c'est en fonction de cette génération que nous avons constaté. Parmi ces 16 000 là, il y a 9 mineurs. Et on les a écartés. Vous voyez, le Dubon, c'est vrai, on parle de 25 425. Donc, en les multipliant, ça fait à peu près 51 000 électeurs. Donc, tout ce qu'il y a en haut là, on l'a supprimé pour ramener à 25 100. Juste pour préciser, c'est ce qu'il a dit pour que l'opinion puisse comprendre. Maintenant, par rapport à la diaspora, c'est vrai, c'est la deuxième fois que le Niger compte organiser des élections avec la participation de la diaspora. En 1993, effectivement, il y a eu un semblant. Je me rappelle, au Portugal, il y a eu 3 votants. Hein. Donc, c'est pour dire que c'est vrai, c'est la loi qui l'a dit. Nous, au niveau de la CENI, nous pouvons que nous en tenir à la loi. Et effectivement, je vous informe que ça a un coût. C'est excessivement cher, le fait de faire voter la diaspora. Et pour cela, effectivement, au niveau de la CENI, parce que la loi était miette, la loi ne parlait pas de l'aspect opérationnel. Et on a laissé ça à l'appréciation du bureau de la CENI. Le président va prendre un arrêté pour effectivement, par rapport à l'organisation même, l'opérationnalité même du vote de la diaspora. Pour cela, effectivement, la CENI a organisé des missions d'études. Comme le sait faire. Oui, bon, je ne sais pas, moi je parle de ce que je connais, je parle de la CENI. On a organisé des missions d'études, effectivement, on a été au Mali. Ils ont l'expérience d'organiser le vote de la diaspora, au Sénégal aussi. Et aussi, on a été vers le Cap-Vert. Et ils sont professionnels parce que presque l'électorat se trouve à l'étranger. Donc, nous avons compris comment ils organisent ce vote de la diaspora. Et dans certains pays, les lois, les réglementations en vigueur sont strictes. C'est-à-dire que le bureau de vote, c'est uniquement au niveau du consulat ou bien de l'ambassade. Mais dans d'autres pays, c'est souple. Ça peut, par exemple, nous prenons le cas des pays comme le Burkina ou bien la Côte d'Ivoire. Effectivement, dans plusieurs localités, il y aura des bureaux de vote pour approcher le bureau de vote le plus près possible de l'électeur. À côté du marché. À côté du marché. Tout ça, là, effectivement, nous comptons organiser ça. Il y aura un arrêté du président de la CENI pour créer ces conditions pour que l'électeur soit près de son... mais il y a un problème. Par exemple, prenons le cas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a 20 électeurs. C'est-à-dire, c'est vrai, pour moi, vraiment, pour qu'un citoyen puisse accomplir son devoir, c'est très important. Mais du point de vue opérationnel, le coût, les moyens mobilisés pour que ces 20 électeurs-là votent, c'est ce qui pose problème. Maintenant, ce n'est pas le nombre, les 112 000 inscrits sur au niveau de la diaspora qui compte. Nous, au niveau de la CENI, on ne tient pas compte de la façon dont les gens ont procédé pour désigner ces députés. C'est-à-dire, si je ne cherche pas à justifier, mais ils disent 100 000 habitants pour un député. Un député pour 100 000 habitants. Un député pour 100 000 habitants. Mais ce quotient de 100 000 là, on ne tient pas compte de ça dans la proclamation des résultats. Nous, on calcule en fonction du taux de participation et en fonction des suffrages exprimés valables. On
on calcule un quotient. Et c'est à travers ce quotient qu'on fait la répartition des sièges. C'est-à-dire, il se pourrait, la circonscription est régionale par rapport aux législatives. Il se pourrait qu'à Agadez, il peut y avoir des députés qui se feront élire. Et moins de 20 000 habitants, moins de 20 000 électeurs ou bien moins de 10 000 électeurs même. Donc c'est pour dire que c'est un quotient. Et c'est la même chose au niveau de la diaspora. C'est une circonscription régionale. On calcule le quotient. En fonction de ce quotient-là, on fera la répartition des sièges. Ça ne veut pas dire qu'il se pourrait que les 5 députés seront de l'Afrique, du continent africain. Non, on ne fait pas de répartition par continent. Non, la circonscription c'est tous les pays du monde. Là où on va faire les élections. Donc, il se pourrait que tous les 5 députés-là peuvent venir du Nigeria ou bien de la Côte d'Ivoire ou bien donc tout qu'on fait, ce sont des députés de la diaspora. C'est en fonction de ce quotient-là on va faire la répartition. Voilà ce que je voulais dire. C'est bien, on revient sur cette question de la diaspora, on l'évacue. Oui, tout à fait. Parce que moi je pense qu'en fait au niveau de cette diaspora, il faut aussi souligner justement la difficulté en fait. Parce que là il a souligné un point très important, c'était celui de la proximité, je pense, géographique des bureaux de vote. Parce qu'on l'a vu au niveau du recensement, moi je me suis fait recenser, je suis dans le sud de la France, j'habite à Toulon, je me suis fait recenser à Marseille, parce qu'il y a un consulat là-bas. Maintenant, pour les autres, on a eu, je crois, en France, par exemple, au départ, 5, après ils l'ont élargi à 12 points de recensement, ce qui était déjà une bonne chose, mais qui n'a pas permis, malheureusement, à tous les Nigériens de se faire recenser. Il y a plein de Nigériens, j'en connais beaucoup qui m'ont par la suite demandé la date du recensement qui a été déjà faite. Donc c'est pour vous dire que après l'expérience déjà du recensement qui a été fait par le CEFEP, maintenant viendra l'expérience des bureaux de vote. Maintenant, au niveau des bureaux de vote, je ne sais pas comment la CENI va s'y prendre, mais ce que je sais, c'est que il serait difficile pour un Nigérien qui est peut-être de l'autre côté, je vais dire du sud de la France, de se déplacer pour venir en Île-de-France ou bien pour venir à Marseille pour voter. Donc je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais il faut quand même souligner que ce vote va être un véritable fardeau et je pense que ça va être un véritable problème et ça ne peut pas, parce que je pense, même si il est vrai que le but recherché c'est de faire participer tous les Nigériens, l'ensemble des Nigériens aux échéances électorales, ce qu'il faut dire c'est que ce vote ne va pas permettre malheureusement, l'objectif recherché au niveau de la diaspora ne serait pas atteint. Quand, même la preuve c'est que vous avez 112 électeurs, 112 000 électeurs, vous dites au niveau de la diaspora, 112 000 électeurs pour sans doute un taux de participation beaucoup plus, parce qu'il faut le souligner, moi j'ai vu de mes yeux qu'au niveau de la diaspora, le recensement parfois c'est fait par procuration. Le vote pourrait peut-être se faire par procuration. Ils n'ont pas le temps, c'est clair. Ils n'ont pas le temps et je crois que à ce niveau, il y a certaines opportunités politiques qui sont recherchées et que malheureusement, je reviens là-dessus, on aurait pu faire vraiment gain d'un certain nombre de budgets dans notre économie et permettre simplement à la diaspora de participer aux élections présidentielles. Ça nous aurait évité tout ce détour-là. Je voudrais quand même, avant de finir, revenir peut-être sur cette validation-là, parce que moi, je ne veux pas en fait polémiquer là-dessus, mais je pense qu'on peut déjà s'en féliciter. Mais ce que je n'ai pas peut-être remarqué, c'est qu'il fallait, je ne sais pas, parce que j'ai appris que le fichier électoral 2010 serait perdu, donc serait égaré, on ne l'aurait pas retrouvé, parce que pour moi, il fallait quand même qu'on puisse tracer une certaine évolution entre le nombre d'électeurs qu'il y avait en 2010 et celui de 2015. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, et pour moi, ça interpelle tout le monde. Parce que si au niveau des archives nationales... On devrait savoir... Voilà. Non, écoutez, maître, je dois vous rappeler que j'étais le rapporteur du comité fichier électoral de 2010. Oui, c'est juste pour vous préciser que le fichier est toujours là. Et bon, vous maîtrisez, c'est sous forme électronique, oui. Donc c'est une base de données. On peut déposer ça ailleurs. Le fichier est là. Le fichier est toujours là, 2010. Même actuellement, il y a le fichier de 2010. Michael, beaucoup ont dit sur les zones tout à fait. Non, l'intention de la... Mais quand même, je vous informe. Vous savez, la CENI est structurée. Il y a ce qu'on appelle le secrétaire général permanent de la CENI qui est chargé d'archiver toute documentation de la CENI, que ce soit matériel, que ce soit... Et c'est pour vous dire que le fichier, actuellement, au niveau de l'immeuble Bedran, il y a la base de données des fichiers. Au niveau de... en dehors de ça, c'est vrai, je ne veux pas tout vous dire, mais quand même, il y a des systèmes pour déposer le fichier. Il peut y avoir dans d'autres institutions le fichier. Et la loi même a prévu. La loi a prévu qu'au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, dans les régions,
le fichier est là. Donc c'est pour vous dire que ça là, c'est un faux problème que les gens ont lancé à son temps, mais quand même, je pense bien que c'est pas vrai. Bon, voilà. Faux problème peut-être, mais oui. Je pense aussi que il faut, donc il y a une mauvaise tenue, en tout cas dans ces cas du recensement, parce que pour moi, c'est que le recensement actuellement ne reçoit pas, c'est-à-dire que c'est l'évolution du nombre de lecteurs au Niger. C'est vrai, on a ça. Par rapport à 2011. Oui, c'est ça. Ça n'a pas été commis. Les experts ont fait ça. C'est fait par tous les experts. En 2010, par exemple, le nombre d'inscrits était de 6 739 473. Et en 2015, avec la correction, avant la correction, c'était 7 681 545. Ce qui nous donne un taux de croissance de la population électorale de 13,98%. Et même en termes du nombre de bureaux de vote, en 2011, on avait 20 900 bureaux de vote. Et en 2015, le nombre de bureaux de vote est de 25 792. Là également, on trouve un taux de croissance de 23,41%. Voilà, 23,41%. En fait, toutes les statistiques ont été calculées, n'est-ce pas, pour nous permettre d'avoir une idée précise de l'évolution de l'ensemble des variables par rapport aux données de base. Voilà. Du point de vue conservation, comme Michael vient de le dire, en fait, il y a plusieurs niveaux de conservation du fichier électoral. Par exemple, si le fichier qu'on vous a remis est endommagé, mais il peut y avoir plusieurs copies dans d'autres institutions. Ah ben, il le faut. Mais le serveur en tant que tel, il est là, il est disponible. Donc, on peut faire appel au serveur pour reconstituer le fichier, même en cas, n'est-ce pas, donc de destruction à un niveau donné. Voilà. Pour l'actuel fichier, rassurez-vous que sa sécurisation, franchement, nous donne une entière satisfaction. Parce que même l'expert que l'OIF nous a placé, n'est-ce pas, il est appelé lui-même à créer son propre code et à le remettre à un agent que la CENI va désigner, qui va prendre la responsabilité de sauvegarder et de sécuriser, n'est-ce pas, ce fichier-là, dans les conditions requises. Vous voyez bien, donc, toutes les dispositions ont été prises pour éviter tout malentendu ou toute situation désagréable par rapport à la sécurisation du fichier. Est-ce que ce taux de croissance, vous les avez aussi répartis par région? C'est juste une question. Oui, par région également. Il y a des annexes. Vous savez, par exemple, comme on a 266 communes, il y a les taux de croissance par commune, par région, mais c'est intégré dans plusieurs annexes. Il y a eu beaucoup de contestations, notamment sur les chiffres annoncés à un certain moment. Donc on pensait par exemple que Niamey n'a pas évolué en termes de lecteurs. Oui, et par rapport à certaines contestations des effectifs de quelques régions, comme la région de Niamey, bien, plusieurs explications ont été apportées. Par exemple, Niamey en 2010 avait 349 722 électeurs. Et en 2015, 361 160 électeurs. Voilà, d'où un taux de croissance d'à peu près 3,27%. On aurait pu avoir mieux si la situation sociopolitique était stable. Et surtout si le CFEB avait mis en place un cadre organisationnel fiable. Là, je suis d'accord que à quelques niveaux, le CFEB a failli, surtout dans l'organisation. Ça, je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours par rapport au suivi. Parce que j'avais beaucoup insisté au CNF sur la mise en place d'un dispositif de suivi du recensement. Ça n'a pas été fait. Non seulement des agents, mais également des responsables. Eux-mêmes, ils doivent être suivis et encadrés. Parce qu'ils ont atterri au CFEB, certains sans aucune expérience en matière, n'est-ce pas, donc, de recensement. Et d'autres, même s'ils en ont une expérience, mais leur fougue ne leur avait pas permis de garantir une certaine rigueur administrative. Si le CFEB a été vigilant, depuis la réalisation de l'audit national, on aurait pu avoir un fichier entièrement propre. Ils l'ont dit au CNF.
toute la presse était là, qu'ils ont corrigé. Et pour preuve, ce audit international nous a permis de confirmer que les corrections n'avaient pas réellement été apportées. Vous voyez bien. Et d'autre part, quand vous prenez même les recommandations faites par le CNF, la plupart n'ont pas été respectées par le CFEB. Bon, donc, ce qui me pousse à dire que pour la phase biométrique, il va falloir prendre des dispositions urgentes et même rigoureuses pour éviter à ce qu'on plonge à nouveau dans des polémiques inutiles. Parce que la phase biométrique est plus compliquée que cette phase d'élaboration du fichier classique. Parce que le fichier classique, mais même un ignorant, si vous le prenez, vous l'outillez, vous lui tracez la voie à suivre, je vous assure, si réellement il est coopératif, il peut vous donner les résultats escomptés. Mais avec la passion que les uns et les autres ont eu dans cet exercice-là, malheureusement, ça ne nous a pas permis de garantir au début la pertinence et surtout la durabilité des résultats escomptés. Ce qu'on cherche, ce n'est pas seulement d'avoir un fichier consensuel. Au-delà même du caractère consensuel, il faut garantir la durabilité de l'utilisation de ce fichier-là. Parce qu'on ne va pas s'arrêter uniquement aux élections 2016. Avec la phase biométrique, avec un fichier biométrique, c'est le même fichier qu'on va essayer de mettre à jour, n'est-ce pas, d'une échéance électorale à une autre. Mais si, évidemment, on était parti avec le même fichier que le CFEB a remis à la CENI, ça aurait pu nous amener à des résultats erronés. Donc c'est ce qui justifie du coup le fondement de la réalisation de cet audit international-là. Et l'un de l'autre, il faut qu'on se dise que la contradiction n'est pas mauvaise en soi-même. La contradiction permet d'améliorer la qualité d'un résultat donné. Et voilà, pour preuve, nous avons un fichier réellement propre, un fichier bien épuré et un fichier qui peut être durablement utilisé. Fiable, on l'avait dit. Un fichier fiable tel que la conclusion. Je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que le rapporteur vient de dire. Et dans les recommandations, il est prévu à ce qu'on donne le fichier électronique au groupement des partis politiques. En dehors de ça, déjà la semaine prochaine, le fichier sera consultable sur notre site web qu'on est en train de mettre en place. Effectivement, il y aura une cérémonie officielle où ceux de la diaspora effectivement peuvent consulter leur nom et leur bureau de vote, comment ils vont faire pour voter sur notre site web. Donc, et ce qu'il faudrait retenir par rapport à cette question, pour une question de sécurité, c'est la base de données qui sera au niveau de la CENI qui fait foi. Quel que soit, c'est-à-dire, c'est vrai, on va faire une génération en PDF, les gens vont avoir le fichier, mais tout celui qui, c'est vrai, l'informatique, les gens peuvent utiliser beaucoup de choses pour un peu cliquer, mais le fichier qui est au niveau de la CENI fera foi. Donc, il n'y a pas de problème, effectivement, ça sera disponible donc, au public. Bon. C'est là quand vous parlez de sécuriser le fichier. Oui, j'ai dit le fichier sera sécurisé au niveau de la CENI. C'est-à-dire qu'on peut donner au groupement des partis politiques. Les gens peuvent utiliser ces données-là qu'on vient de les donner. Et surtout, on insiste sur la protection des données personnelles. On insiste sur la protection des données personnelles. Effectivement, c'est ce qui fait en sorte qu'on hésite de donner ces fichiers à n'importe qui. Parce que les gens peuvent utiliser les données personnelles des gens et tout ça là pour créer des problèmes comme ça. Donc, quand vous donnez aux partis politiques... Oui, on donne aux partis politiques la version PDF. Mais je dis, en cas de modification au niveau de leur base de données, sachez que ce qui se trouve à la CENI fera foi parce que ça ne bougera pas de la CENI. Donc, et déjà c'est sécurisé, on a pris le dispositif nécessaire du point de vue technique, même pour sécuriser le fichier au niveau Autre précision, en fait, la version qu'on aurait souhaité disposer au sein des partis politiques, ce n'est pas la version du fichier en tant que tel, mais c'est la version de la liste électorale. C'est la liste électorale que la CENI va en PDF. Que vous allez donner à chaque parti, au groupement des partis politiques. Sinon, moi, je souhaiterais même que vous donnez individuellement à chaque parti politique légalement reconnu au Niger. C'est ce qui s'est fait dans tous les pays de la sous-région. À l'issue d'une manifestation publique, vous invitez chaque parti et vous lui remettez une copie officiellement, n'est-ce pas, qu'il va utiliser. Et rassurez-vous, les partis politiques vont veiller sur la confidentialité des données.
Ça, soyez sûr. On va mettre un mot à dire par rapport à la protection des données personnelles. Non, mais je pense que là-dessus, il n'y a aucun problème parce que, quand même, au Niger, je pense qu'on est à jour en matière de la protection. En tout cas, dans notre législation, on est à jour en matière de protection des données personnelles. Donc, à ce niveau, je pense que la CENI peut bien mettre à disposition le fichier sur son site. Maintenant, quitte à la personne qui en fait un autre usage autrement destiné et d'en assumer les conséquences, parce qu'il peut y avoir des poursuites pénales pour ça. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de risque et ça permet de renforcer la transparence, je vais dire, au niveau de la CENI. Donc là-dessus, permettez-moi, s'il vous plaît, de revenir sur toujours le CFEB, bon, même si aujourd'hui on n'en parle plus, je pense que sa mission est terminée, mais il faudrait de manière à tirer des enseignements en fait de cette CFEB, de ce comité-là, qui, comme le disait tout à l'heure le rapporteur, est quand même a failli en fait dans sa mission. Je pense que moi je suis de la diaspora et je suis venu au Niger le 19 décembre et au 19 décembre on n'avait pas eu une première liste affichée pour avoir connaissance déjà en fait de ce qu'il y a des anomalies constatées et éventuellement des corrections à apporter. C'est dire que aujourd'hui la CENI va afficher en fait une liste de la diaspora alors que les gens auraient pu avoir le temps de corriger peut-être certaines anomalies ou bien ce qui ne va pas être fait maintenant, ce qui ne serait plus possible. Donc à ce niveau, je pense que c'est un véritable problème. Il faut la révision exceptionnelle, parce que là, ça cause un véritable problème. Donc, par contre, l'audit de l'OIF a révélé que les partis politiques ont manqué à l'une de leurs missions, c'est d'inciter les citoyens à aller se faire recenser. Oui, des pourcentages ont été... De toute façon, je pense que même à ce niveau, c'est que c'est pratiquement effectivement tous les partis politiques qui ont failli, hein, parce que qui ont manqué en tout cas à leur tâche, c'est celui de la sensibilisation et de l'incitation justement au recensement, parce que je vous assure qu'il y a beaucoup qui n'ont pas connaissance en fait, qui n'ont pas eu connaissance, en tout cas au niveau, pour ce qui est de la diaspora, des dates requises, parce que le CFEB au niveau de la diaspora quand même s'est contenté surtout d'envoyer des messages. Ils ont créé un site certes, mais la communication a fait défaut à ce niveau. Et puis le temps était beaucoup limité. Je pense que c'est en 10 jours que tout a été fait. Ça n'a pas permis à tout le monde, surtout qu'au niveau de la diaspora, la communication n'est pas vraiment coordonnée, donc ça n'a pas été possible pour beaucoup de se faire recenser à ce niveau-là. Donc je pense que c'est surtout ça. Et on peut insister sur ce qu'il avait évoqué tout à l'heure. On voit bien qu'il y a un travail en fait important qui a été fait, mais c'est dire que si en fait on s'en tenait, je pense, au terme de la loi, on aurait peut-être évité toute cette perte d'énergie, tout cela, parce que quand même il fallait une mise à jour, je vais dire annuelle des listes électorales, et si on s'en est tenu, je pense que on aurait évité tout cela, et espérons que maintenant pour les prochaines élections électorales à venir et que les années à venir, on tiendra quand même compte de cette loi-là, qu'on pourra à l'avenir éventuellement tenir à jour les listes électorales. Et ça, on va partir sans doute de ce fichier-là au niveau de la CENI, et d'où l'importance justement de cette transparence en fait dont je parlais tout à l'heure. Si vous vous mettez à disposition sur votre site, je pense que les observateurs pourraient en faire le corollaire et puis se baser sur ce document et voir ce que sera en fait la mise à jour de ces listes chaque année. Oui, et au fait, vous savez, les choses évoluent. Nous, c'est vrai, la CENI, c'est un comité ad hoc qui va partir, mais quand même, dans les recommandations, effectivement, nous allons laisser à ce que le site web soit opérationnel à plein temps et que, quand il y a révision exceptionnelle, qu'on permette aux gens de s'inscrire en ligne, parce que ça s'est fait. Et effectivement, le général nous a fait cas de beaucoup d'États où ça s'est fait, et puis, de façon, il faut seulement sécuriser. Maintenant, vous savez, nous voulons faire encore mieux, c'est-à-dire, on voulait publier les résultats du bureau de vote par bureau de vote. Vous savez, ce qui se faisait avant, juste la population d'une commune, on dit commune, telle commune est arrivée, nombre des inscrits, on ne parle pas des bureaux de vote. Mais cette fois-ci, sur notre site web, oui, commune de Sassoumbourou, 2000 inscrits, votants, voilà, on ne parle pas des bureaux de vote. Maintenant, nous comptons effectivement publier 72 heures après
les résultats bureau de vote par bureau de vote. Chaque bureau de vote qui arrive, on met ça dans notre base de données pour permettre aux citoyens de suivre pour avoir la traçabilité des résultats, pour une question de transparence. Donc, aussi, permettez-moi, parce que je vois que l'État est en train de partir, je voulais parler par rapport à la carte d'électeur. Effectivement, nous avons mis en place une machine pour produire les cartes d'électeurs. On va mettre la machine en place aussi pour sensibiliser les gens, pour les permettre de retirer leur carte d'électeur. Mais ce qu'il faudrait retenir dans la loi a prévu, à ce que si vous êtes inscrit sur une liste, mais vous n'avez pas votre carte d'électeur, dans votre bureau de vote, vous pouvez partir avec votre pièce d'identité, vous pouvez voter. On peut vous permettre de voter. Quand on va regarder sur la liste, vous êtes là, mais vous n'avez pas de carte d'électeur. Maintenant, vous pouvez voter. En dehors de ça, la procuration, il faudrait nécessairement que vous soyez dans le même bureau de vote avec la personne absente qui va vous donner la procuration. La CENI a commencé une... Donc, juste, on travaille, en fait, on réfléchit pour créer les conditions d'une transparence totale. C'est vrai, l'homme est imparfait, mais quand même, vous savez très bien, nous tous nous avons juré sur le Coran pour faire respecter la loi électorale et aussi dans une question de transparence. Donc, je pense bien qu'il est de notre devoir de créer ces conditions-là. Donc, je dis bien, quand vous n'avez pas de carte d'électeur, il suffit de vous présenter avec votre pièce d'identité dans votre bureau de vote parce que les listes seront affichées. Actuellement, quand nos missions vont quitter avec les cartes d'électeurs, la sous-commission logistique va quitter avec les cartes d'électeurs, ils vont partir trouver les comités locaux. Par exemple, au niveau de la diaspora, dans les ambassades et dans les consulats, on va constituer de comités locaux de distribution des cartes. Et c'est au niveau de ces ambassades, les listes seront affichées. Ça va permettre à tout un chacun de voir son nom et de voir son bureau de vote. Parce que déjà, nous allons faire la répartition par bureau de vote. Même en France, je n'ai pas les données ici, mais je pouvais vous dire qu'il y a plusieurs bureaux de vote parce qu'il y a d'autres pays rattachés à la France. Oui, pour tout ça, tout ça vous allez payer les médias pour faire la sensibilisation. Juste pour revenir sur un aspect très important, les résultats du recensement et de l'audit ont démontré que les partis politiques ont failli dans la mobilisation de leurs militants qui sont électeurs à se faire recenser, mais aussi à détenir des pièces d'identité. Mais vous savez, le général l'a dit, le général Sangaré, que je remercie au passage, il a bien dit que le problème de l'Afrique, c'est un problème d'état civil. Et quand vous prenez ces fichiers, vous regardez très bien, je ne sais pas s'il a le pourcentage des gens qui se sont fait inscrits à base de témoignages. On a effectivement ces pourcentages, mais je passe ça. Vous allez constater que c'est monstrueux. C'est-à-dire, les gens n'ont pas les pièces d'état civil. Mais aujourd'hui, vous regardez, pendant tout ce temps-là, vous vous faites recenser par témoignage. Et vous voyez au niveau de votre bureau de vote, vous voulez voter par témoignage. Ça veut dire que la loi vous a permis d'avoir le temps d'avoir au moins une pièce d'identité nationale quand même. C'est faire inscrire par témoignage et voter par témoignage. C'est trop. C'est 2 témoignages de trop. Donc c'est pour vous dire que véritablement le fichier du Niger, c'est pas seulement le Niger, de l'Afrique, c'est un problème d'état civil. L'état civil n'est pas organisé. Si vous prenez le cas de la Mauritanie, selon toujours le même général, effectivement, quand vous avez l'état civil a été modernisé. Juste vous avez une carte avec une piste pour vous faire inscrire, parce que vous êtes libre de vous faire inscrire sur le fichier électoral. Vous venez pour vous faire inscrire sur le fichier électoral, ça ne prendra pas 1 minute. Sur le champ, vous avez votre récépissé, vous partez, vous êtes inscrit, vous êtes sur le fichier électoral, vous pouvez voter. Donc, il faudrait que... la biométrie. Même pas la biométrie. En fait, il y a plusieurs niveaux de biométrie. Il y a des biométries où, par exemple, ce qui s'est passé au Burkina, c'est juste la photo on a mis. Il y a la photo. Mais quand on parle de biométrie, il faut les empreintes, il faut des trucs qui sont liés à vous. Donc, je voulais pas entrer dans ces détails. Donc, je pense même que quand on arrive à réformer l'état civil du Niger, ça ira. Mais tant que nous n'avons pas l'état civil, je pense bien qu'on va toujours faire du à peu près. Et ce n'est pas bon en matière électorale. La CENI regardée par l'audit des fichiers. Oui, nous sommes réconfortés parce que effectivement, les substitutions que nous avons, effectivement, nous les avons entre 1,3%, 1,5%
d'électeurs touchés par cette question. C'est beaucoup, c'est immense. Ça fait 100 000 oui électeurs. Donc, vraiment, le fichier a été toiletté. Ça, c'est un premier aspect. Parce que quand, chez nous, par rapport au tirage des cartes, effectivement, ça peut poser des problèmes. Maintenant, en dehors de ça, le fait que nous avons pu créer les conditions pour du retour de la sérénité autour de ce processus, vraiment, c'est un coup de chapeau. Vraiment, nous félicitons effectivement les partis politiques, les groupements des partis politiques, la société civile et l'ensemble des citoyens, et même le gouvernement, qui nous a facilité effectivement l'arrivée de ces experts-là pour que ce travail soit fait. Tout ça, la presse qui a tout relayé. Hein. Et je ne peux pas oublier la presse, parce qu'aujourd'hui, sans la presse, nous ne pouvons pas effectivement toucher le bon nombre des électeurs. On aura 2 minutes, c'est cela. D'accord. En fait, moi, je pense qu'il faudrait aussi, il faut sans cesse remercier la CENI, parce que je pense que dans toute élection, c'est vraiment l'institution, sinon l'organe sur lequel pose véritablement en fait l'essentiel du travail qui doit être accompli, et donc de sa crédibilité en dépend sa crédibilité en dépend en fait des résultats des élections. Donc, si la CENI aujourd'hui, je pense que par cet audit-là a permis de propulser justement en fait le processus électoral et de rassembler les parties prenantes par ailleurs au départ divisées, je vais dire, sur cette question-là. Donc à ce niveau, je pense qu'on peut féliciter la CENI. Mais il faudrait quand même, avant de finir, insister sur les enseignements à tirer de toutes ces questions-là, parce que c'est ça. Il disait tout à l'heure que le problème de l'Afrique, c'était l'état civil. Mais le problème du Niger, c'est pas l'état civil. Le problème du Niger va au-delà. C'est qu'on pose le problème, on a le problème et on a du mal à le diagnostiquer. Et c'est ça le véritable problème. Il faut tirer les conséquences, en fait, des enseignements de cette situation. Ce quoi, je pense que c'est le respect de la loi. Il faut s'en tenir à la loi. Il faut inscrire de façon annuelle les gens tenir à jour les listes électorales. Et si cela a été fait, on aurait sans doute permis à ceux qui se faisaient peut-être recenser à la dernière minute par témoignage en 5 ans. Je pense que si à la première année, vous n'avez pas d'état civil et qu'on vous dit d'aller faire l'état civil pour vous faire recenser, je pense que si les listes électorales étaient tenues à jour annuellement, je pense que ces gens-là, ça les aurait permis d'avoir en fait au moins une pièce d'état civil pour se faire recenser. Donc là-dessus, je crois qu'on peut s'en féliciter encore une fois de plus, parce que le CFEB, il faut le dire, a fait beaucoup plus de la politique qu'un travail sérieux. Parce que quand je vois que le CFEB qui vient nous claironner que c'était le meilleur recensement qui a été fait, eh bien, je crois que dans l'histoire aussi politique du Niger, c'est un des recensements qui a connu le plus de doublons et de suppressions de pas entrer les anomalies constatées. Donc là-dessus, il faudrait que les uns et les autres en tirent les conséquences et puissent en fait pallier à ce problème à l'avenir. Ambali, pour intervenir en dernière position, c'est parti pour l'élection 2016. Les chevaux sont lâchés, comme on dit. Et on est déjà en pleine fièvre électorale. Et la plupart des partis politiques sont déjà en campagne. En fait, elle n'est pas ouverte. Évidemment, donc j'attire. Évidemment, tout à fait, je ne l'ai pas dit par hasard, c'est pour que la CENI en prenne acte, parce que ça peut faire fausser le jeu démocratique. Et d'autre part, il faut que la CENI veille sur la transparence, non seulement au niveau de la chaîne de responsabilité, mais également des bureaux de vote jusqu'au niveau des rues. Parce que ici, au Niger, les élections souvent sont émaillées par des imperfections dues au comportement de certains acteurs politiques. Il y a des candidats qui peuvent s'autoriser le droit, par exemple, d'utiliser, n'est-ce pas, leur puissance monétaire pour l'achat de conscience. C'est des comportements pareils qui peuvent malheureusement remettre en cause la qualité des élections. Et c'est fréquent au Niger, lors des élections, de constater que dans les rues, n'est-ce pas, des commerçants mobilisent des moyens roulants pour ramasser des électeurs en contrepartie de quelques billets de banque. Et le drame, c'est que c'est en présence ou au regard de certains observateurs nationaux ou internationaux. Ça, la CENI doit veiller pour que cela soit évité. Nous avons besoin des élections transparentes, des élections propres, des élections, moi je dirais, qui vont bénéficier de la bénédiction de Dieu. Et tout comportement malpropre risquerait d'entacher la qualité de ces élections-là. Et d'autre part aussi, dans la proclamation des résultats,
je me reconforte d'entendre que vous allez prendre des dispositions pour que dans les 72 heures, qu'on ait les résultats même sur le site. Le respect du délai dans la proclamation des résultats peut ramener la confiance au sein de la classe politique. Dans certains cas, on a constaté que, surtout dans d'autres pays où, après les élections, il faut attendre 1 semaine ou 2 semaines pour avoir les résultats. Mais la promptitude par laquelle les résultats seront proclamés peut ramener la sérénité, la stabilité et la confiance, n'est-ce pas, donc, au sein de notre pays. Merci. Et je profite de l'occasion pour encourager et féliciter la CENI, n'est-ce pas, pour avoir eu évidemment le courage d'engager l'audit international et surtout pour avoir le courage de garantir la transparence lors de ces élections-là. Donc j'ai bonne foi qu'avec cette rigueur morale, on peut espérer avoir des élections qui vont être consensuellement acceptées par toute la classe politique. Merci bien, Dodo Maro Hambali, coordinateur des partis politiques non affiliés et rapporteur du comité d'observateurs chargé de la mise en œuvre des recommandations à effet immédiat sur l'audit du fichier électoral. Merci à Moïkol Zodi. Je précise que vous êtes rapporteur de la CENI. Merci à Maître Bachir, juriste et la voix de la diaspora désormais. Merci à vous qui avez pris la patience de nous suivre. Prochain rendez-vous présagieux de l'émission de la carte sur table. À la semaine prochaine.